Alors aujourd'hui, on part pour un voyage dans les profondeurs glaciales de la Sibérie, à la rencontre d'esprits assez terrifiants de la mythologie du peuple Sakha, les Abaxi. Et attention, ce ne sont pas juste des monstres de contes de fées, non, non, ils sont vraiment au cœur d'une vision du monde qui est à la fois complexe et absolument fascinante. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Pour commencer, il faut bien comprendre la menace. Qui sont exactement ces créatures et pourquoi est-ce qu'elles sont si redoutées? Franchement, cette description, elle pose le décor, non? On ne parle pas de petits fantômes discrets là, c'est carrément des créatures de cauchemar. Cette image est super puissante parce qu'elle nous dit tout de suite à quel point leur nature est destructrice. Et leur origine, eh bien, elle est tout aussi sinistre. En gros, les Abassis sont des morts vivants, des âmes très anciennes qui hantent le monde des vivants depuis leur royaume souterrain. Le truc, c'est qu'ils ne sont pas nés démoniaques, ils sont devenus cette force du mal après la mort. Donc, ce qui est crucial, c'est leur fonction dans ce cosmos. Ils ne sont pas juste méchants, non, ils sont activement malveillants, c'est leur rôle. Sous les ordres de leur chef, Arsendulay, ils agissent comme des agents du chaos, en propageant les maladies et la folie. Leur menace la plus terrible, c'est le vol d'âme. Et la seule façon de les calmer, attention, j'ai bien dit calmer, pas vaincre, c'est par le sacrifice sanglant. Bon, maintenant qu'on a bien cerné la menace, il faut comprendre le champ de bataille. La cosmologie du peuple Sakha, ce n'est pas un simple plan d'existence. C'est une structure très complexe où toutes ces forces s'affrontent. En fait, l'univers est divisé en 3 royaumes bien distincts. Tout en haut, on a le monde supérieur, le ciel, où vivent les esprits créateurs. Tout en bas, le monde inférieur, le domaine des Abahasi. Et au milieu, la Terre, où l'humanité se retrouve coincée en étau entre ces 2 forces cosmiques. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que le monde supérieur, ce n'est pas un paradis monolithique. Pas du tout. Il est composé de 9 cieux, superposés les uns sur les autres. Et chacun a ses propres esprits, ses propres caractéristiques, allant du bleu, le plus près de la Terre, au blanc, le plus pur tout en haut. Et là, le contraste est saisissant. Le royaume des Abassis, c'est un véritable anti-monde. Pas de vie, juste du métal froid. Pas de lumière pure, seulement une sorte de lueur crépusculaire brisée. C'est un environnement qui a été littéralement conçu pour être hostile à toute forme de vie. D'accord, mais comment ces 3 royaumes tiennent-ils ensemble? Grâce à l'arbre du monde. C'est un concept qu'on retrouve dans pas mal de mythologies. C'est un peu l'axe central de l'univers, le canal par lequel les énergies et les chamans peuvent voyager entre les mondes. On arrive maintenant au cœur du drame cosmique, parce que l'existence de ces mondes et de ces esprits n'est pas du tout statique. Elle est définie par un conflit éternel. Et voilà les 2 adversaires. D'un côté, les Aes, les esprits de la lumière, de la création, de la fertilité. On les associe à l'est, là où le soleil se lève. De l'autre côté, les Abassis, les agents des ténèbres, de la maladie, de la destruction. Eux sont liés à l'ouest et au monde souterrain. C'est vraiment une lutte fondamentale entre la vie et la mort. Et ça, c'est un point philosophique clé. Ce conflit n'est pas vu comme un problème à résoudre, mais comme un équilibre nécessaire. L'un ne peut tout simplement pas exister sans l'autre. Cette dualité rappelle d'ailleurs d'anciennes religions, où le bien et le mal sont vus comme les 2 faces d'une même pièce. Bon, le décor est planté, un univers en guerre, des humains pris au milieu, et ça nous amène tout naturellement à la figure du héros dans cette histoire, le chaman. La question est essentielle. Face à des dieux créateurs plutôt distants et des démons destructeurs omniprésents, l'humanité a désespérément besoin d'un médiateur, d'un protecteur. Et ce protecteur, le voici, Loyun, le chaman Sakha. Mais ce n'est pas juste un prêtre, il est un diplomate qui négocie avec les esprits, un guerrier qui les combat et un médecin qui guérit les maux qu'ils infligent. Son rôle est absolument central pour la survie du clan. On ne choisit pas de devenir chaman. On est choisi. Et le processus est une véritable épreuve. Ça commence souvent par une crise psychologique ou physique très profonde, une sorte de maladie initiatique. L'individu doit alors se retirer, affronter les éléments et ses propres démons intérieurs. C'est en acceptant ce rôle qu'il trouve non seulement un but, mais aussi la guérison. L'initiation se termine par une expérience de mort et de renaissance symbolique. L'âme du futur chaman est emmenée dans le monde inférieur, où son corps est démembré et dévoré par les esprits. Ce n'est pas une destruction, mais une transformation. Une fois reconstruit, le chaman acquiert une connaissance intime du monde des esprits et un pouvoir sur ceux qui l'ont dévoré. C'est une véritable renaissance en tant qu'être nouveau, à cheval entre les mondes. Pour conclure cette exploration, on va voir que ce système de croyances ancien n'est pas une simple relique du passé. C'est une force vivante qui a façonné la culture Sakha jusqu'à son essence même. On mesure souvent l'impact durable d'un mythe à la trace qu'il laisse dans le langage de tous les jours. C'est le signe qu'un concept est passé du statut de simple histoire à celui de vérité fondamentale. Et en voilà la preuve la plus frappante.
En langue yakoute, le verbe pour haïr se traduit littéralement par voir un abassi. La haine, une des émotions humaines les plus négatives, est directement liée à la perception de ces démons. Le mal n'est pas une idée abstraite, il a le visage d'un abassi. Voilà le point central. Les abbassis ne sont pas de simples antagonistes, ils sont la personnification de ce mal nécessaire dans un univers duel. Un concept qui a tout structuré, la religion, la société, la culture et même les mots utilisés chaque jour par le peuple Saka. Et ça nous laisse avec une question fascinante qui dépasse la Sibérie. Dans nos propres langues, comment les mythes et les croyances anciennes se conservent-ils ? Quel démon ou quel dieu se cache, sans qu'on le sache, dans les expressions qu'on emploie sans y penser ? La réponse révèle à quel point le passé est en fait toujours bien présent.